Madame, Monsieur, bonsoir. Donc, encore une fois, désolé de ce retard d'une trentaine de minutes. J'ai annoncé à 21 heures dans un direct que nous aurons donc un petit retard par rapport au démarrage de ce direct en raison donc de la non-disponibilité d'un des invités, en l'occurrence le docteur Bayans, qui est toujours d'ailleurs dans son cabinet. Et encore une fois, merci docteur d'être parmi nous ce soir. Alors la gestion de l'islam en Belgique, suite est certainement pas fin, puisque les épisodes se suivent chaque semaine, mais ne se ressemblent pas. Après la démission du vice-président de l'exécutif des musulmans de Belgique, cette semaine est marquée par la nomination d'un nouveau vice-président et de l'autre côté, en face, la pression du ministère de tutelle s'intensifie. Il y avait un cas d'espionnage a confirmé de nouveau le ministre qui promet un changement imminent au sein de l'équipe de l'exécutif, changement qui doit répondre à des critères de représentativité juste et équitable, à des critères de transparence, de parité et surtout d'efficacité. Nous avons le plaisir d'avoir ce soir un plateau composé de fins connaisseurs du dossier de l'islam en Belgique, le docteur Yassine Bayans, premier vice-président de l'exécutif provisoire des musulmans de Belgique. Bonsoir, docteur. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Madame Isabelle Praille, membre de l'Assemblée générale depuis 2005 et vice-présidente de l'exécutif entre 2008 et 2014. Bonsoir, madame. Bonsoir et merci pour votre invitation. Et notre ami c'est Mohamed Zatraoui, qui est dorénavant notre consultant sur GIST Info sur ce dossier de la gestion de l'islam. Alors, docteur, vous avez été témoin de l'institutionnalisation de l'islam en Belgique. Vous avez pris part et assisté aux élections des représentants des musulmans. Et puis, vous avez aussi sorti votre livre, le livre L'alchimie de la médiation musulmane. Et vous parliez déjà dans ce livre des rapports entre l'autorité publique et cette institution. Alors avec votre équipe, vous avez monté le premier organe du culte musulman reconnu en Europe, mais déjà, et vous le disiez dans votre livre, la cohabitation ou l'intégration de l'islam n'était pas facile. Le dossier de l'islam en général n'est pas facile. Nous sommes face à un environnement qui a peur de l'islam, qui a peur des musulmans, et nous devons accepter cette peur, et nous devons accepter de pouvoir y réagir de la meilleure manière afin d'apaiser. Évidemment, la situation, il y a plus de 20 ans, donc en l'occurrence en 1999, n'est pas la même que celle de maintenant. Mais il y avait aussi des forces hostiles qui étaient contre le processus d'élection d'un organe chef de culte. Néanmoins, avec la patience et aussi des événements qui nous ont ouvert des portes, ce processus a pu continuer et a pu aboutir à ces élections et à la mise en place d'un organe dit représentatif des musulmans et destiné à gérer le temporel du culte. Basé sur des élections? Donc, basé sur les élections, c'était une première, puisque même à l'époque, d'autres religions, sans les citer, se posaient aussi des questions. Pourquoi est-ce que les prêtres ou pourquoi nos évêques ou nos ministres du culte ne sont-ils pas élus de la même manière, de manière démocratique, pour pouvoir accéder à des fonctions de responsabilité, de représentants, entre guillemets, vis-à-vis des autorités. Donc, ce processus démocratique d'un organe religieux était une première pour nous, les musulmans, mais aussi dans le monde des cultes. Alors, Madame Isabelle Praille, vous êtes membre de l'Assemblée générale de l'exécutif des musulmans de Belgique depuis 2005, vice-présidente pendant la période de 2008 à 2014 de l'exécutif. Et avec vous, j'aimerais revenir sur les prérogatives de l'exécutif, sur les clauses et les statuts de son fonctionnement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ces éléments rapidement? Oui, tout à fait, mais juste une parenthèse, j'aimerais préciser que je suis toujours membre de l'Assemblée générale actuelle. Oui, tout à fait, c'est donc ce que j'ai dit. Un clin d'œil au passage, c'est toujours particulier qu'on n'ait pas
que je sois toujours membre et qu'on n'a pas eu trop d'accès aux dossiers depuis pas mal de temps et que c'est toujours par voie de presse qu'on est informé malheureusement des dérapages. Mais en tout cas, par rapport aux prérogatives de l'exécutif, donc en partant du principe que l'exécutif des musulmans de Belgique a pour mission la gestion du temporel du culte, donc que c'est bien la gestion administrative de l'organisation, de la reconnaissance donc des mosquées. À partir du moment où une mosquée est reconnue, donc officiellement selon la procédure, ben, il y a donc une reconnaissance du ministre de culte, en l'occurrence un imam en ce qui concerne le culte musulman, avec prise en charge des surplus de la gestion des mosquées et la prise en charge du salaire des imams et une allocation de loyer. Alors vous avez à côté de ça ben, le dossier qui était le plus important et qui a prévalu au lancement de l'exécutif, qui est donc la désignation et la formation des enseignants dans les établissements où le cours de religion musulmane était dispensé. Puis se rajoute sur ça donc la désignation et la formation des aumôniers dans les milieux pénitentiaires, les IPPJ, l'accompagnement dans le milieu hospitalier passe aussi par l'exécutif. Toute la question des parcelles d'inhumation aussi, la question du halal. Donc, il y a finalement beaucoup de dossiers qui, au départ, sont les missions de l'exécutif de manière générale et qui touchent bon nombre de citoyens musulmans. Donc, je pense d'où la question de la représentativité qui est une nécessité. Et alors, dans le mandat pour lequel moi j'ai accédé à la fonction de vice-présidente, nous avions une prérogative supplémentaire, donc qui a été celle de mener à bien des concertations les plus larges possibles avec toutes les communautés et tous les groupes composant la communauté musulmane afin de parvenir à un choix de renouvellement qui soit représentatif, démocratique pour espérer un meilleur fonctionnement de l'instance. Et alors, comme vous parliez de l'actualité, la sombre actualité qui nous a marqué a fait qu'un dossier qui était déjà en cours quand j'étais vice-présidente, qui était celui d'un centre de formation belge pour tous les cadres musulmans pour lesquels on a été plusieurs à être auditionnés en son temps, a fait que, après les malheureux attentats qui ont frappé la Belgique, c'est une mission qui a été relevée à nouveau dans les prérogatives de l'exécutif de travailler sur la question du centre de formation des imams et des cadres musulmans en Belgique. Oui, alors c'est Mohamed Za'atraoui. Depuis 2014, une nouvelle équipe est arrivée. Comment est-elle arrivée? Quel mandat? Pour quelle durée? Oui, d'abord, je salue vos invités et de grands amis que je n'ai pas vus depuis longtemps et avec qui j'ai partagé de bons moments, et je le dis avec sincérité. Je salue notre docteur Bayens, comme vous l'avez signalé, qui a mis la pierre angulaire de lancement de cette institution qui trébuche depuis une vingtaine d'années. Je salue aussi Madame Prel, avec qui j'ai travaillé dans pas mal de dossiers. Je salue en elle son courage, son dévouement pour la communauté musulmane de ce pays. Revenons à votre question, Monsieur Lebiad. C'est vrai, depuis 2014, il y avait un processus de désignation de délégués de mosquées qui était au nombre de 292 mosquées. Donc, ils ont choisi une assemblée générale d'une 51 personnes, donc délégués du 51 mosquées. Ils ont ajouté des coptés, nombre de 16, pour avoir un total de 67 membres. Donc, il y a 17 membres de l'exécutif et 50 membres de l'Assemblée générale. Monsieur Ismaili, il a été élu président pour une période de 214 à 216. Il a démissionné suite à un dérapage verbal. Je crois que vous êtes au courant, suite à une déclaration d'Éric Zemmour en France qui avait dit à l'époque pour que si les musulmans ne sont pas contents, n'ont qu'à prendre leurs valises et dégager. Donc lui, il a été interpellé, notre président de l'époque a été interpellé par des journalistes ici belges pour savoir ce qu'il en pense. Et lui, d'emblée, il a dit oui, il a raison, même les musulmans, s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à décamper. Ce qui a suscité une colère immense dans la communauté et qui
lui a conseillé de démissionner, je ne sais pas qui, mais on sentait des intrigues. Parce que qui va arriver à sa place, c'est le vice-président démissionnaire. Le vice-président démissionnaire qui était membre de l'Assemblée générale, Et il faut dire aussi qu'il avait bénéficié donc de ces désignations de délégué de mosquée. Lui qui habitait à Huy, il s'est arrangé d'être délégué dans une mosquée à Molenbeek, présidée par l'un des enseignants de religion islamique, c'est la dite mosquée qui a servi de tremplin pour qu'il soit parachuté dans l'Assemblée générale. Voilà. Donc, il était dans l'Assemblée générale. Alors que le président, il a démissionné, l'ordre intérieur de l'institution stipule qu'un autre membre de l'exécutif le remplace, chose qui n'a pas été faite. Entre-temps, les Turcs et les Marocains avaient décidé d'un maniement, donc faire un roulement sur la présidence de l'institution, 4 ans pour chaque communauté. Ça aussi, ça laisse planer pas mal de questions. Je ne pense pas qu'on aura le temps de nous étaler sur cette question pour le moment. Alors, ils ont décidé, je ne sais pas par quels moyens, par quels critères, de ramener… Au niveau de l'Assemblée générale ou au niveau du comité de l'exécutif? L'exécutif devait remplacer un président démissionnaire. Oui. Alors, ils vont chercher le vice-président démissionnaire pour le moment, pour le nommer comme président. Ils vont le chercher de l'Assemblée générale. Et là, ça commence déjà les régularités. Donc, pourquoi ils n'ont pas choisi un des Marocains? Lui, il est venu sous prétexte, vu que le mandat revient aux Marocains, il veut continuer le restant du mandat. Les Turcs se sont arrangés avec lui. Lui, il est venu avec un bouquet à présenter aux Turcs pour les amadouer. D'accord, d'emblée, puisqu'ils vont accepter, et même, il a dit que les 8 mois restants, ça suffira pas s'il peut avoir un autre mandat. Comme ça, il peut bien travailler. Mais quel est ce bouquet? Et c'est donc, il a accepté le projet éducatif turc à 100%, alors que lui, comme Bayezgoul, je le nomme parce que lui, il lui plaît de nommer les personnes avec qui il a une divergence d'opinion lui aussi. Donc, ils sont arrangés à ce que le nouveau président accepte le programme turc et l'impose en Wallonie, francophone bien sûr, ici en Belgique. Alors, tous les deux, ils chantaient à tous les toits qu'ils étaient pour un islam de Belgique. Je me demande où est cet islam de Belgique quand on ramène un projet pédagogique de Turquie. Et le monsieur, le démissionnaire, lui, qui jouait d'une fonction d'inspecteur de religion islamique, n'a jamais pu mettre en place un projet pédagogique dans nos écoles ici en Belgique. Moi, en tant que père, j'en ai souffert avec des carabistouilles que mes enfants m'ont ramené et que, soi-disant, ces professeurs de religion islamique leur disaient, et je l'ai contacté moi-même en tant que père. J'ai demandé s'il avait un projet, un programme. Moi, j'aimerais bien travailler avec mes enfants à ce niveau-là. Il m'a dit si, je ne l'ai jamais su, je ne l'ai jamais vu. Bref, je reviens là. Monsieur Ismaili, donc, il a passé 2 ans. Monsieur le vice-président, il donne, je parle du bouquet, deuxième partie du bouquet, c'est qu'il a donné un poste d'inspecteur comme ça, sur un plateau d'argent en or, à un ancien président turc. Il lui donne le titre d'inspecteur de religion islamique, parce qu'il lui revient en tant que président désigné. Alors, il n'y avait ni concours, ni donc demande à candidature. Et Dieu sait que la Belgique regorge de jeunes diplômés en toutes les matières. Pourquoi il n'a pas pu ouvrir la porte aux jeunes alors qu'il a choisi un Turc qui ne maîtrise même pas la langue française? Il est devenu inspecteur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, jusqu'au moment où les Turcs réclament leur droit aussi à leur mandat. Donc, M. Ostoun, qui va reprendre le service en 2019. Voilà, en résumé, pour le parcours à partir de 2014. D'accord.
Alors, je reviens vers vous, docteur Bayans. Depuis le temps que vous étiez à la tête de l'organisme, j'aimerais qu'on parle des relations et des rapports entre l'autorité publique, à savoir le ministère de la Justice et l'exécutif. Quelles sont les prérogatives des uns et des autres? Parce que ça a été décidé en votre temps, je suppose. Écoutez, on a commencé déjà très mal en 91, à la naissance d'un conseil supérieur qui n'était pas reconnu par le ministre de la Justice à l'époque, M. Watley. Et donc, nous avions deux choix possibles, ou bien utiliser le droit et nous faire reconnaître en appliquant un arrêté de 78, et donc entrer dans une situation conflictuelle, ou bien essayer de rassurer les autorités, nos interlocuteurs d'en face, afin donc de leur prouver que notre volonté était de résoudre ce dossier patiemment, dans l'intérêt des uns et dans l'intérêt des autres. Et nous avons choisi la deuxième option. En choisissant la deuxième option, un comité technique de 5 personnes de désignation des enseignants a d'abord été mis en place. En 1994, un exécutif provisoire qui n'avait que des prérogatives limitées a été reconnu officiellement. Et comme je vous ai dit, à la suite d'événements malheureux, certaines portes se sont ouvertes et finalement, aussi sous la pression du cabinet du roi, les ministres de l'époque ont bien accepté qu'il y ait des élections. Évidemment, cette confiance, il a fallu la prouver. Il n'y a pas plus démocratique que des élections, docteur. Pardon? Il n'y a pas plus démocratique que des élections. Il n'y a pas plus démocratique, mais le dossier de l'islam, si vous repartez en arrière en 1995, organiser des élections pour mettre en place un organe chez le culte était hors de propos à cette époque-là. Bien que l'autorité et nous-mêmes, nous étions en train de vouloir la même chose, c'est-à-dire, comme disait notre frère Mohamed Ezetraoui, la gestion d'un islam dans un contexte belge. Il ne fallait pas changer l'islam, il fallait juste appliquer cette gestion dans un cadre belge, avec donc des professionnels, que ce soit des enseignants, des aumôniers, etc., qui connaissent le contexte belge. Et c'était dans l'intérêt des deux parties. Mais pour bénéficier de cette confiance, il a fallu de longues discussions basées sur le temps, ne pas réagir à certaines provocations. Il fallait toujours essayer de continuer les pourparlers. Et l'exécutif provisoire était finalement une sorte d'essai pour les autorités de voir comment est-ce que cela pouvait fonctionner. Tout était basé, et c'était hier valable, c'est valable aujourd'hui, ce sera valable demain, sur une certaine cohésion de groupe. J'entends M. Ezetraoui, je ne connais pas tous les détails de ce qui se passe actuellement, mais bon, il me l'a déjà expliqué, je viens de le réécouter. Toute entreprise qui jouit d'un certain budget et qui a des responsabilités, qui a un certain pouvoir, ne peut fonctionner que s'il y a une cohésion de groupe, une cohésion entre les responsables, une cohésion à la base qui soutient ces responsables. C'est la condition. Notre entreprise, certes, est jeune, donc on peut l'excuser si ça dérape parfois, par-ci, par-là, mais on peut quand même bien espérer qu'un jour tout va se professionnaliser, c'est-à-dire que les choses vont s'établir avec la plus grande transparence. Donc, il faut une cohésion de groupe et surtout, il faut un travail dans la transparence. La transparence de l'intérieur de la communauté, tout doit être transparent, des appels d'offres, tout doit être ouvert, tout doit être évident et tout doit être évident pour l'autre côté aussi. On ne peut pas travailler sans que tout soit transparent. Et il est parfois facile, j'étais aussi moi-même témoin, d'essayer de résoudre des problèmes de manière temporaire, en faisant des actions sous la table, en faisant plaisir aux uns, en faisant plaisir aux autres. Ça résout provisoirement la situation, mais ça ne la résout pas à long terme. Et donc, je suis évidemment de tout cœur avec notre frère Mohamed Ezetraoui qui souligne certaines imperfections, en insistant. Je ne veux pas me faire le donneur de leçons, hein. J'ai été témoin, c'est vrai, il y a 20 ans de quelque chose, mais quand même,
je pense pouvoir prétendre, et ceux qui étaient là avec moi, parce que c'est une entreprise collective, ce n'était pas l'entreprise de Dr Yassine, c'est une entreprise collective, nous savions bien que nous ne pouvions réussir que si nous avions cette cohésion. Donc il fallait travailler en collaboration, en communiquant, en se déplaçant. Il fallait que ces élections aboutissent quand même à un certain nombre de votants. Et si les élections avaient mobilisé 5000 personnes, c'était l'échec complet. Donc tout était basé sur cette cohésion. Nous avions un idéal. Mais les choses à notre époque étaient plus faciles. Nous n'avions pas d'argent et nous n'avions pas un pouvoir de reconnaissance véritable. Donc, une fois que l'argent arrive sur la table, une fois que le pouvoir est là, on ne peut travailler entre nous que s'il y a cette transparence. Parce que sinon, ça va être des incompréhensions, des disputes, et c'est ça qui mine tout le travail d'équipe. On ne se comprend pas, on n'est pas compris par la base, et on ne peut rien faire véritablement. Heureusement que notre organe, et je termine par là, n'est qu'un organe de gestion. C'est-à-dire, il n'est pas là pour dicter comment l'islam doit être compris. Il est là justement pour gérer des affaires administratives. Le danger, c'est la théorie, c'est que les médias et les politiques demandent à cet exécutif parfois plus que ce qu'il n'est, c'est-à-dire un rôle de représentation symbolique. Il doit avoir un interlocuteur à qui il va s'adresser à l'exécutif. Quand il s'agit de gestion, il n'y a pas de problème. Quand il s'agit de choses beaucoup plus, disons, philosophiques, idéologico-religieuses, ça pose un problème. Et là, le danger, c'est la maladresse qui peut avoir des conséquences terribles. Je vais vous donner un exemple. Quelle est la différence entre j'ai froid, il fait froid et il y a 10 degrés? Un président de l'exécutif ou des responsables de l'exécutif ne peuvent pas dire j'ai froid, parce qu'ils ont une responsabilité. Ils peuvent pas dire il fait froid, parce que c'est leur opinion personnelle. Mais ils peuvent dire il y a 10 degrés. Et c'est la même chose au sein de l'exécutif quand on est responsable d'une communauté, puisqu'il n'y a pas d'organe chef de culte chez nous en islam. C'est un organe de gestion, mais qu'on demande par la force des choses plus de choses à cet exécutif de se prononcer sur tout et n'importe quoi. Il faut évidemment la plus grande prudence. Et cette prudence n'est pas toujours respectée parce qu'on se laisse avoir. Et oui, voilà, c'est ça le témoignage. On s'est aussi fait avoir, hein, ne vous inquiétez pas. On n'a pas été très fort et toujours innocent à l'époque, mais je pense plutôt que notre point fort, c'est qu'on misait tout sur le fait que nous devions tous être des frères. Pas seulement des frères en théorie, on appelle tout le monde les frères, mais vraiment des amis, des gens qui se comprennent. Ça n'exclut pas que quelqu'un soit en désaccord. Ça n'exclut pas que quelqu'un se lève et commence à se fâcher pendant une demi-heure. Mais nous avions accepté ça et nous devions l'accepter. Comme nous devions accepter qu'en face de nous, il y ait des gens qui aient peur. Ici, il y a des gens qui ont peur et qui disent vous n'avez rien à faire là-bas, nous devions l'accepter. Et notre rôle, en tant que responsable, c'était de tranquilliser, rassurer. Voilà. Alors, Madame Pray, vous étiez pratiquement la première femme à intégrer ce domaine. Et d'ailleurs, l'une des prérogatives du ministère est la présence de plus de femmes au sein de l'exécutif. Comment ça a été accueilli? Moi, je me rappelle de vous, hein, il y a une quinzaine d'années, j'avais fait un reportage sur l'exécutif et vous étiez mon interlocutrice sur le terrain ici à Bruxelles. J'aimerais savoir comment vous avez pu intégrer ce milieu qui est un milieu d'hommes jusqu'à présent. C'est un peu le concours des circonstances qui a fait que j'ai atterri dans ce milieu d'abord, et je pense important de rappeler que d'autres femmes sont passées avant moi et qu'il y a eu d'autres vice-présidentes féminines aussi. Ce qui se passe, c'est que je pense que malheureusement, les tensions de genre sont des choses qui frappent tous les niveaux de la société et pas que la communauté musulmane. Mais en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a quand même eu pas mal de réticences, je dirais, machistes, et que en tant que femme, c'est toujours un peu plus difficile de se faire entendre que quand on est un homme. Et bon, mais je pense que c'est pas ça qui m'a le plus mis en difficulté.
pour moi, personnellement, en tant que membre de l'exécutif, et donc là, je fais abstraction des genres, ce qui m'a mis le plus mis à mal, finalement, c'est ce que vous soulignez, Dr Bayens, par rapport à toutes les politiques de clientélisme qui ont qui ont vraiment causé du tort à la gestion, à la transparence, à la question financière du culte. Et donc ça, c'est un aspect pour lequel moi, je me suis battue. Donc, ce n'était pas une question de me faire entendre en tant que femme, mais une question de faire respecter des principes de transparence, des principes démocratiques dans la gestion des affaires de l'exécutif. Et ça, pour moi, c'est ça qui a été le plus difficile dans un premier temps. Dans un deuxième temps, donc c'était finalement, dans un deuxième temps, c'était faire le constat que il y avait beaucoup de tensions internes à l'exécutif dans lesquelles moi j'ai émergé, qui sont liées finalement à la rivalité des communautés turques et marocaines qui ont été sollicitées et qui ont été attisées par certains mandataires politiques. Donc il y a eu une forme d'électoralisme qui est rentré en jeu et qui a vraiment mis à mal toute la gestion des communautés musulmanes, on a mis en opposition finalement les communautés turques et marocaines et qu'on est toujours resté dans un état d'esprit où les musulmans, on parle d'un islam de Belgique, mais on a toujours fait prévaloir des intérêts qui étaient plutôt étrangers dans cette gestion. Et donc, on fait clairement interférence et on est toujours en train d'infantiliser des musulmans qui sont des citoyens belges à part entière. Et donc, je suis pour le respect des identités, je suis pour le respect des origines, je suis pour les collaborations, mais dans la gestion de l'exécutif, pour moi, il faudrait mettre en évidence des citoyens qui donnent comme priorité les intérêts de la Belgique et pas des coopérations qui font, comme M. Azaïtraoui l'a souligné tout à l'heure, émerger des directives, des dossiers qui viennent de l'étranger et qui sont en complet décalage avec nos réalités et notre contexte belge. Ça, ce sont des choses qu'on a été plusieurs à dénoncer et que c'est même pour une de ces raisons-là qu'on avait constitué l'alternative démocratique des musulmans de Belgique. Donc, se mobiliser pour avoir une meilleure représentativité, et je souligne le fait que ce sont les élections générales, pour moi, le meilleur système qui permet d'avoir une bonne représentativité des musulmans de Belgique dans cette instance, avoir un tri au niveau des personnes compétentes et plus intègres, donc faire abstraction des personnes qui ont connu des travers avec la justice et autres. Et donc, ce sont toutes ces choses-là qui, pour moi, sont des freins et des obstacles auxquels moi j'étais confrontée. Et je souligne en tout cas la coopération importante que j'ai eue avec M. Azaïtraoui, quand par exemple, il a été question de mettre en place des désignations d'aumôniers et de compléter des horaires. Mais j'ai voulu des procédures transparentes avec des appels d'offres, de candidatures sur base de critères, d'examens écrits, puis d'entretiens divers et autres. Et on a dû se battre, et c'est avec son soutien que j'ai pu essayer de mettre en place ces procédures objectives, transparentes et autres. Et donc, pour moi, ce n'est pas spécialement l'aspect féminin qui a été un obstacle, mais c'est tous les dysfonctionnements de certaines personnes qui étaient plus intéressées par la convoitise personnelle, et que quand on a mis en place en plus ce système de renouvellement qui a été clairement tranché par le pouvoir politique belge, on est toujours face à une difficulté de l'équilibre entre la séparation de l'État et de la gestion du culte. Et donc, le ministre de tutelle est là, il fait son boulot, mais malheureusement, je pense qu'il y a certains choix qui posent question et qui mettent à mal le devenir de cette instance qui est encore jeune, enfin relativement jeune, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, qui nécessite de travailler à long terme avec des projections et des objectifs honorables dans le futur, et arrêter de travailler dans la précipitation et de se laisser dévier par des objectifs qui ne sont pas l'intérêt du service public et qui ne sont pas la cohésion sociale de toute notre société, puisque finalement, les répercussions, ça veut dire avoir des formations ou des semblants de programmes qui ne sont pas en phase avec la réalité des élèves, avoir des imams qui se sont parachutés de l'étranger dans certains cas pour 4 ans, qui ne connaissent pas la langue ni le contexte belge, ce qui promeut finalement un islam qui n'est pas en adéquation avec la culture et le contexte belge. Je précise bien que ce n'est pas l'islam qu'il faut changer, comme ça a été dit tout à l'heure, mais il faut prendre en compte le contexte belge pour pouvoir bien accompagner les citoyens, les fidèles dans toutes les problématiques de leur vie. Et donc ça, ce sont, je pense, des questions pendantes qui doivent être réalisées avec un raisonnement à plus long terme et plus dans la précipitation. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Je salue en tout cas tout ce que M. Didier Bayens a mis en place pour arriver à construire
cette procédure qui est en cours, qui n'est pas encore arrivée à son terme. On doit tout mettre en place pour la pérenniser. Et je pense que pour ça, il faut cibler les vrais dysfonctionnements. Et il y a un gros travail à faire en mettant en place toutes les personnes de la communauté qui sont concernées par ce dossier, qui ont les compétences et travailler à un objectif beaucoup plus honorable et relever la barre et aller dans un sens vraiment dans l'intérêt de l'islam de Belgique et des citoyens belges. Madame Praikon, vous insinuez de l'ingérence. Vous pensez à qui? Ben écoutez, je ne vais pas citer des noms précis, mais en tout cas, il y a. De noms, mais non. Mais j'en arrive. Mais donc, en tout cas, ben, il y a d'abord des ingérences extérieures, surtout, on en a souffert. Donc, de manière claire, ben, à partir du moment où vous avez des directives qui viennent de la Diyanat et que le président turc prend en compte par rapport à des venues d'imams et autres, à partir du moment où on donne des injonctions aux responsables de mosquées pour dire quel est le choix pour lequel ils doivent opter par rapport à la future procédure de renouvellement, quand la Diyanat se mêle de dire aux responsables de mosquées qui demandent qu'un imam qui était là depuis 4 ans puisse rester parce qu'il est intégré dans la communauté, parce qu'il prend en compte le contexte et autres, et que la Diyanat dit niet, c'est pas vous qui décidez. Là, pour moi, c'est de l'ingérence qui va vraiment à l'encontre des intérêts belges. Quand on a des discours qui viennent des fois dans certaines mosquées, je dirais de l'autre partie de l'océan aussi, du Maroc, je dirais, il y a quand même certains problèmes. Donc je dis, moi, je suis pour le fait qu'on ait un lien d'origine qui est honorable. Il y a en tout cas des imams qui doivent venir de l'étranger puisqu'on n'a pas encore les centres de formation ici. Je suis pour le respect des langues, je suis pour le respect de la culture, mais quand il s'agit de gérer les dossiers ici, la priorité doit être donnée à l'intérêt des citoyens belges et pas semer le doute par rapport aux intérêts étrangers. Alors, M. Adraoui, d'après vous, est-ce qu'il y a réellement, vous suivez de loin, mais de près également, est-ce qu'il y a réellement ingérence? Le ministre a encore cette semaine insisté sur le fait qu'il y avait de l'espionnage au profit du Maroc. Le terme est un peu fort et nous allons recevoir dimanche soir un député fédéral, en l'occurrence M. Ahmed Laouj, qui a demandé au ministre de préciser ses pensées, de nuancer un peu ses propos. Est-ce que vous avez eu écho de ces ingérences? Mais comme vous, j'ai entendu ce que le ministre a dit. Moi, je vous parle franchement, le mot espionnage pèse lourd. Je me suis dit, le Maroc, ce n'est pas un pays ennemi de la Belgique. Il travaille étroitement sur ces questions-là. Moi, je trouve que le ministre n'a pas mis le doigt sur les vraies questions. Moi, je trouve qu'il y a de l'incompétence. Et qu'il y a un dysfonctionnement. Ça, il l'a dit par la suite aussi. L'incompétence et le dysfonctionnement à gogo. Ça veut dire l'exécutif, il est géré comme une république bananière. Et ça, je l'ai écrit. Et des ministres d'État est silencieux. Donc, je ne cache pas mes mots. Il y a excès de zèle, parce que la Belgique aussi porte sa part de responsabilité. Il a mis le tapis rouge pour ce monsieur et lui ont fait confiance totale. C'est vrai, il y a la relation avec le ministre de Habous au Maroc, Wizarat al-Awqaf, parce qu'il finance, et il faut dire la vérité en face. Il finance en toute transparence, ils le font pour les mosquées en France et ailleurs aussi. Exactement. Comme disait notre ami Dr Bayens, on ne peut pas travailler tant que tout ne soit transparent. C'est ça ce qui manquait dans cette institution, le manque de transparence. Il y a une association qui s'appelle le RMB, Rassemblement des musulmans de Belgique, et qui ne porte de rassemblement que le nom. Quand on va jeter un coup d'œil sur l'argent qui afflue du Maroc, alors que le Maroc est en crise, et je l'ai à maintes reprises dit, les musulmans ici n'ont pas besoin de ces finances-là. Il y avait un excès de zèle dans cette gérance, quelquefois, elles influencent même des mosquées, et ce que j'ai entendu dire, comme quoi que non, c'est les ordres viennent d'en haut. Alors là, quand j'entends ces discours de quelques mosquées, mais ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Il y a même dans des mosquées en Flandre, j'ai entendu comme quoi que
on leur dit, si vous sortez de telle fédération et annexez une autre, vous aurez un soutien financier. Il y a des questions, il y a énormément de questions qui poussent à croire Mais qu'il y a une... dans quel intérêt il faut être raisonnable. Oui. Est-ce que, juste pour avoir la main mise, la transparence n'est pas claire, il n'y a pas de transparence. Quand on parle d'islam de Belgique, la moindre des choses qu'on doit fonctionner comme si tout le monde est en Belgique. Et si n'importe quelle administration, n'importe quel ministère, si tu les interpelles, tu prends rendez-vous, on t'écoute, tu viens, et voilà. Même s'ils ne sont pas d'accord avec toi, ils te reçoivent. Le vice-président démissionnaire, quand elle était président, était là-bas, vraiment Bokassa. Donc, il n'y a rien de transparent. Elle ne répond pas. J'ai des emails, j'ai un tas de mails, j'ai des preuves de ce que je dis. Moi, ce que je demande, une commission d'enquête dans la profondeur. Où est parti l'argent des contribuables? Et je souhaiterais que le Maroc en fasse autant. Où parte l'argent des centaines, des milliers d'euros par an dans une association, pour moi, bidon. Donc, il n'y a pas une transparence. Ce culte, il est géré d'une façon tiers-mondiste, vraiment tiers-mondiste. Et vraiment, quand je dis République bananière, j'exagère pas, parce qu'il n'a pas moyen de rentrer en contact avec ce monsieur. Et lui, il désigne ses petits copains quelquefois, incognito, et quand on entend tel touche tel temps plein alors qu'il ne fait rien du tout, et ça donne un dégoût d'approcher cette institution, malheureusement. C'est notre institution, nous en sommes fiers. Depuis que M. Bayen était là, moi j'étais désigné conseiller à l'époque, je suis le premier à franchir ce pas, et je voyais encore le sourire de M. Bayen en veillant à l'exécution de la mise en place du futur exécutif. Chose qu'on ne voit pas maintenant. Il n'y a pas moyen de voir le président et qu'il vous réponde aux interpellations téléphoniques ou par mail. Pour preuve. Tous ces communiqués qu'ils font de presse, etc., qui sont dans leur site, au nom de l'exécutif. Moi, quand je téléphone aux membres de l'exécutif, ils ne sont pas au courant. Pour preuve, notre sœur Soumaïa, qui est sur le plateau, Madame Prel, elle aussi, il venait de le dire. Donc, au nom de qui les décisions se prennent-elles? Au nom de qui? Quand tu le dis, l'exécutif a décidé. Mais non, il n'y a pas d'exécutif. Il y a un trio. Il y a un trio de personnes qui décident au nom de soixantaines de personnes et au nom de 1 million de musulmans. Les musulmans ici en Belgique ne se reconnaissent pas dans cette représentativité frauduleuse. Ils ne se représentent pas dans cette représentativité. D'accord. Alors, juste pour rappel, et ça répond un peu à mes doléances de journaliste, moi j'ai déjà suivi des donations royales ou des donations du Maroc pour finaliser la construction de telle ou telle mosquée. Il y a eu le centre islamique de Saint-Étienne, il y a eu la grande mosquée de Strasbourg, il y a eu la mosquée d'Évry au sud de Paris. Et donc, quand le Maroc aide, soutient financièrement, c'est dans un but bien précis et ça se fait dans la transparence la plus totale, ça à ma connaissance. Donc, on passe au dernier volet donc, de ce débat et il nous reste à peu près 15 à 20 minutes et nous allons réfléchir ensemble. Vous avez de l'expérience et vu votre expérience, comment peut-on rapprocher les points de vue? Comment peut-on remettre l'exécutif sur les rails indépendamment des personnes? Le ministre a précisé qu'il faut réviser ce exécutif pour plus de mixité, plus de représentativité des membres de la communauté, plus de transparence. Et bon, entre les lignes, il a annoncé aussi de nouveaux visages. Oui, je dis parce que cette équipe-là qui gère dans l'obscurantisme a mis en place des pseudo-associations et ont mis sur leur tête une couronne de royauté. C'est comme si pseudo-association, que je dis avec humour, association lucrative, sans but, je le répète encore, et ce fameux CIB
quand on voit ces noms qu'ils éparpillent à gauche et à droite, on croirait qu'on est dans un pays développé ou qu'il y a vraiment de vraies institutions sur place. Quand je vois Averroès, CAFOR, etc., il y a des associations, le titre il était grand, il est tellement grand qu'on croirait qu'on est dans une université anglaise. Et quand on cherche l'adresse, c'est dans l'un des enseignants de religion islamique à la retraite, etc. Et ils ont mis ces pseudo-associations et ils disent voici le coupole. Normalement, l'élection doit venir de ce coupole-là. Mais c'est qui ce CIB? C'est qui ce CIB? Ce n'est même pas une association qui est d'opposer ses statuts, etc. C'est une petite association de fait entre des gens. Et quand on voit toutes ces associations, qui est le président? Mais toujours, c'est le président sortant, le vice-président. Toujours, lui, il s'impose président. Il n'y a pas de démocratie. Lui, le président. En tout cas, les choses vont changer. Je reçois un écrit de Mme Leïla Derwish. Il faudrait impérativement mettre fin au financement étranger des mosquées, des imams et des associations culturelles. Je rejoins l'idée de Madame. Il faudra penser à recruter des imams qui connaissent la réalité et le contexte belge et surtout la langue du pays. Alors, une réflexion ensemble. Docteur, comment on peut remettre la locomotive sur les rails? Je dois faire une petite parenthèse. Gérer le temporel du culte dans un contexte belge, ça ne veut pas dire faire la guerre aux ambassades, ça ne veut pas dire faire la guerre à la Dianette. On a besoin de tout le monde, on a besoin d'avoir un maximum d'amis. Mais tout doit se jouer dans la transparence. L'autre parenthèse, c'est que, évidemment, il y a un organe chef de culte, nous avons des droits, mais nous avons des devoirs. Et le devoir, c'est d'avoir, en particulier pour la reconnaissance des communautés musulmanes autour des mosquées, donc dans l'organisation des mosquées, une gestion tout à fait transparente des finances. Donc, j'en reviens toujours sur le mot transparence. Tant que tout n'est pas transparent, il y a toujours des problèmes. On peut rendre les choses moins transparentes pour arranger provisoirement les problèmes, mais l'entreprise est hasardeuse et ne se résout pas. Alors, lorsque deux personnes ont un problème entre elles, si elles n'arrivent pas à trouver une solution entre elles, on fait appel à des médiateurs, on fait appel à un troisième larron qui essaie de comprendre. L'idéal, ce serait que les deux parties puissent discuter et accepter. Mais en l'occurrence, dans le contexte actuel, apparemment, les critiques qui sont émises, et je ne sais pas si elles sont justifiées ou pas, je n'interviens pas là-dedans, je suis incapable de dire ce qu'il en est, ces critiques ne sont pas acceptées. On ne peut dialoguer que si on écoute l'autre. Ça vaut tant du point de vue du ministre, qui doit évidemment écouter le point de vue de l'exécutif et le point de vue des musulmans, tant du côté de l'exécutif qui doit accepter qu'il y ait des critiques. Évidemment, quand on parle d'espionnage ou je ne sais pas quoi, on n'aura pas le vrai mot de l'affaire, mais je ne sais pas si vous êtes marié, mais dans un couple, lorsque vous avez un problème avec votre épouse, vous avez deux solutions, ou bien de dire ça ne va pas, tu dois changer, ou bien de se dire mais qu'est-ce qui en moi a permis que cette situation ait une crise. Et j'en reviens à cette conclusion elle-même, nous devons toujours faire l'effort, et c'est pour tout dans tous les domaines de la vie, de se remettre en question, d'accepter qu'il y ait un conflit ou une situation conflictuelle, et de voir ce qu'en nous-mêmes, nous devrions changer pour que cette situation change, plutôt que de diaboliser l'autre en disant « il est mauvais, il n'a pas compris, il a menti, etc. » Cette situation conflictuelle, de cette manière-là, ne se résout pas. Il faut accepter qu'il y ait un conflit, il faut accepter qu'on soit critiqué, ce qui apparemment pose un problème pour certaines personnes, et je me demande même pourquoi. Et à partir de ce moment-là, si on n'arrive pas à dialoguer, alors il faut passer par des intermédiaires. À notre époque, nous avions la chance d'avoir le Centre d'égalité des chances qui jouait ce rôle d'intermédiaire, et certains se souviennent très certainement d'un certain Monsieur Lemann, d'une Madame Reinhardt, etc., qui jouait ce rôle de troisième médiateur
pour essayer d'harmoniser ce qui pourrait coincer, ce qui pourrait s'arranger entre l'exécutif provisoire à l'époque et le ministère de la Justice. Donc, alors, voilà. toujours des commentaires des internautes. Nordin Tawil écrit en flamand. Je ne maîtrise pas beaucoup la langue, le néerlandais, mais bon, il remercie Madame Isabelle pour tout le travail qu'elle a fait pendant son passage. Monsieur Thallah Soueri, il faut absolument remettre tout à zéro, organiser des élections générales avec des critères stricts et réformer en profondeur le Conseil de théologiens pour qu'il intervienne davantage dans les débats de société. De nouveau, Madame Leïla Derwish, il ne faut pas bricoler des solutions afin de parler d'un vivre ensemble et d'une certaine paix sociale. Les responsables politiques, tout comme l'exécutif, sont responsables de cette crise. Vos commentaires, Madame, sur ce qu'écrivent nos internautes. Mais en tout cas, je suis pour le principe de ne pas être dans le bricolage, de ne pas être dans l'urgence. Je crois qu'on est dans l'urgence, on bâcle les analyses et on ne se projette pas à long terme. Et donc, pour moi, je rejoindrais fortement ce qui est normal, l'avis de Monsieur Fatallah, puisque on fait partie de la même équipe depuis longtemps, toujours dans le cadre de la DMB, où on réclame clairement de remettre en place un système de concertation large avec toutes les composantes de la communauté musulmane, afin de réfléchir ensemble à plus long terme à un nouveau processus. Pour nous, en tout cas, ce sont les élections générales qui permettraient d'avoir la meilleure représentativité possible. Aucun système n'existe sans faille, donc bien sûr, tout est perfectible et avec des critères très stricts au niveau des compétences, au niveau de la droiture, de l'éthique, de la moralité des personnes qui devraient intégrer les fonctions nécessaires. Donc, il y a vraiment une nécessité de faire table rase, je pense, garder en tout cas certains acquis qui sont vraiment importants et qui ont été construits au fil du temps, mais par rapport à la gestion, par rapport à la manière de remettre en selle certaines personnes, il faudrait revoir vraiment le système de sélection afin de garantir cette meilleure représentativité, donc par un système d'élection générale et plus d'implication de la communauté musulmane dans ce processus. Pour moi, c'est primordial, avec vraiment des règles de transparence, comme M. Bayens l'avait clairement répété tout à l'heure. Alors, M. Boulif Mohamed, que vous connaissez bien, puisqu'il était l'un des présidents de l'exécutif, nous écrit aussi « Bonsoir et salam. Nous serions très heureux si le Maroc, la Turquie, l'Algérie ou le Pakistan et autres financent de belles universités en Belgique, un beau musée du patrimoine islamique, de belles mosquées, des maisons culturelles. Pas de problème, cela se fait partout dans le monde et par tous les pays. Nous respectons tous ces pays. Notre problème est qu'ils ne peuvent pas interférer dans le temporel du calme musulman en Belgique par association interposée. Monsieur Adil Sbahi demande plus de transparence. Voilà un peu les écrits de nos internautes. Alors, c'est Mohamed. Mais si je pouvais me permettre juste encore une précision, oui. Quand je parle de composantes, c'est vrai que j'ai dénoncé des dysfonctionnements et j'ai mis en évidence des éléments clairs qui ont perturbé la bonne gestion qui normalement devait être à la base de la gestion de l'exécutif. Quand je parle du fait qu'il faudrait avoir une concertation large avec toutes les composantes de la communauté musulmane, personnellement, je n'exclus personne. Tout acteur, que ce soit la Diana, que ce soit les mosquées, que ce soit n'importe quelle communauté, doit avoir sa place, mais seulement il doit avoir la nuance entre une limite par rapport aux intérêts des pays d'origine et l'intérêt prioritaire qui doit être donné à la gestion des citoyens belges et de la cohésion sociale ici en Belgique. Donc, je trouve important d'apporter cette nuance-là pour que tout le monde se sente concerné, soit respecté dans ce qu'il est, mais qu'on ne se trompe pas d'objectif et d'enjeu dans la question. C'est Hamza Traoui, une question directe. Est-ce que les décideurs politiques qui gèrent ce dossier sont bien conseillés? Est-ce qu'ils sont bien entourés, à votre connaissance? Franchement, je ne peux pas m'aventurer sur une réponse parce que je ne connais pas leur entourage pour pouvoir en sortir une évaluation. Est-ce qu'ils ne le sont pas? Je pense certainement qu'ils ne sucent pas leurs doigts quand même. Pour être ministre de tutelle, ce n'est pas rien. En l'occurrence, ministre de la Justice. Mais un ministre n'est pas un autre. Le prédécesseur
prêté sourde oreille aux critiques de la communauté musulmane. Celui-ci, pour le moment, il a osé dire ce qu'il pensait, mais se basant sur un rapport de la sécurité d'État, et même, il a osé dire et donner un coup de pied dans la fourmilière. Moi, je le félicite. Et je trouve que ce n'est pas une ingérence, alors que les autres qui se sont incriminés disent « Ah, c'est de l'ingérence ». C'est le ministre de tutelle et il a le droit de regard. Ce ministre-là ne nous a pas imposé la durée du ramadan, ne nous a pas ajouté une prière ou retiré une prière. S'il se mêle du vraiment dans notre religion, on peut dire de l'ingérence. Mais s'il dit « ça ne fonctionne pas bien », c'est son droit. Et moi, je prie ce ministre d'aller au fond de ses idées et de mener une commission d'enquête sur le fond. Je reviens pour terminer sur la question, moi, comment je pense aussi l'avenir de cette institution. Moi, je me suis déjà exprimé avec des amis ou bien des comités et j'en fais partie de l'un maintenant au niveau de Flandre. Moi, je vois que les musulmans, pour montrer aussi patte blanche, pour montrer comme quoi qu'ils sont bien intégrés, mais qu'ils gèrent ça au niveau de ce dispatching administratif au niveau de la Belgique. Nous vivons dans une fédération de 3 régions. Pourquoi ne pas calquer ce système pour notre institution représentative? Moi, ce que je pense, pourquoi ne pas mettre un comité d'une quinzaine de personnes au niveau de Wallonie, une quinzaine de personnes au niveau du Bruxelles, une quinzaine de personnes au niveau de Flandre? Donc, élection dans des mosquées, dans des institutions islamiques, donc représentatives des mosquées et autres. Et puis, ces 15-là, chaque groupe va donner 5 personnes. 5 de Wallonie, 5 de Bruxelles, 5 de Flandre. Et là, elles vont former un groupe de 15 personnes représentatives auprès des autorités compétentes. Et chaque groupe, chaque tiers, il est toujours lié, bien sûr, à sa région. Donc, je trouve, si on va suivre cette image-là, on donne vraiment une image forte, comme quoi qu'on adhère dans la vision de Belgique. Mais ce n'est pas au niveau simplement de la forme. Il faut le fond, parce que notre défaillance, ce n'est pas dans l'habillement. Il y en a qui aiment bien se mettre en costume cravate. Mais pour moi, ce sont des délinquants à col blanc. Mais s'ils veulent vraiment montrer qu'ils sont imprégnés des valeurs de ce pays, mais qu'ils respectent les gens, c'est les citoyens de ce pays, comme les autorités de ce pays le respectent. Mais on a des tyrans qui jouent sur dossier. Et je pèse mes mots. Si je trouve qu'il y a une élection au niveau de toute la Belgique, comme je t'ai dit, je ne dis pas que c'est la meilleure des solutions. Moi, j'ai proposé depuis 15 ans cette idée. Et moi, je trouve que c'est l'idée qui peut être plus tangible dans cette représentativité. Docteur Bayens, pour les élections aussi? Écoutez, il y a séparation des pouvoirs entre l'État et les cultes. Donc l'État ne peut pas organiser des élections pour les musulmans. On est bien d'accord. Donc il faut que ce soit les musulmans eux-mêmes qui organisent. Je me souviens, en 99, on a mis 1 an, 2 ans pour préparer ces élections. C'était toute une histoire. Et il y avait cette cohésion à l'époque. Alors, je me pose la question simplement techniquement. Une cohésion qui est difficile pour l'instant, un manque de soutien par rapport à un exécutif qu'on connaît parfois mal ou qu'on ne comprend pas, face à tout ce qui se dit et tout ce qui se trame, qui va pouvoir organiser des élections, s'il y a des élections, puisqu'on imagine que c'est peut-être la meilleure manière pour avoir un organe représentatif. Et se pose aussi une question de fond. J'y réfléchis là à l'instant. La démocratie, c'est une belle chose, mais est-ce qu'elle amène nécessairement les personnes les plus compétentes? Vous avez en Amérique un président qui est parti, qui a été élu par la moitié de la population, mais est-ce qu'il a été le plus compétent des présidents américains? Je me pose la question. Donc, je ne dis pas que tout est à revoir. Mais c'est pas aussi facile que d'organiser et de décider on va faire des élections. Voilà. Madame, est-ce que le retour peut-être au principe de l'islam ne vont pas vous aider à sortir de cette impasse et à trouver le moyen de redorer le blason de cet exécutif qui a la lourde tâche de la gestion de l'islam en Belgique?
Pour moi, c'est la clé. Mais en tout cas, je pense qu'il y a deux niveaux. Hein. Il y a deux niveaux. Il y a la question de la procédure, mais avant la procédure, il est important quand même que les musulmans de Belgique se sentent concernés par cette institution et puissent se réapproprier ce dossier. Et donc, pour moi, c'est un passage obligé de revenir à la base pour qu'on ait un groupe de réflexion, de concertation, en impliquant toutes les composantes. Je répète ce que je dis tout à l'heure. Imposer toutes les composantes pour que les gens se sentent concernés, puissent se réapproprier ce dossier et le retravailler dans un esprit d'intérêt des citoyens belges. Et alors, sur base de cette concertation, moi, personnellement, par l'expérience que j'ai eue, c'est que j'en reviens à la promotion des élections générales. Alors, on ne peut pas garantir qu'il n'y aura pas de faille, mais si on met des critères de compétences, des critères de connaissances, des critères d'intégrité, et qu'on écarte des personnes qui n'ont pas le profil qui correspond, ben avec la transparence, on se donnera en tout cas plus d'éléments pour essayer d'aboutir à quelque chose qui sera toujours perfectible, mais nettement meilleur que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Le système des délégations, en tout cas, est un système qui permet trop de sélection de personnes selon certains intérêts, mais pas sur base de compétences. Et donc, on arrivait où il n'y a pas beaucoup de représentation, pas beaucoup de représentativité de la communauté. Et on a face à un système qui a encore plus favorisé le clientélisme et puis la dictature, comme monsieur Zaïtraoui le signale. C'était quelque chose qui était déjà prégnant dans notre époque, mais qui a été renforcé et qui a écarté et balayé tout l'intérêt que les musulmans belges pouvaient avoir dans cette institution. Donc vraiment, c'est revenir à la base, se reconcerter avec un maximum de personnes qui ont un lien avec les prérogatives de l'exécutif et alors avoir une sélection de critères, de compétences très claires pour essayer de avoir le meilleur fonctionnement possible dans la gestion suivante. Vos idées se rejoignent. Oui, M. Zaïtraoui, je voudrais d'abord que vous réagissiez à un message qu'on vient de recevoir de Si Mohamed Abouliassir. Il faut que les musulmans acceptent la démocratie et ses résultats, et surtout les Marocains, car à chaque fois qu'on a un chef de culte, on fait tout pour casser son travail. Est-ce qu'on a intérêt à être un peu plus solidaire? Et c'est pas question. Je suis solidaire avec des personnes loyales, quelle que soit leur origine ethnique et quelle que soit leur couleur de peau. Ça, je suis pas solidaire quelqu'un de mon pays parce qu'il est de mon pays. Mais non, il faut choisir quelqu'un qui est en adéquation avec les valeurs, avec nos attentes dans le secteur qu'il va gérer. Monsieur Bayen, elle avait dit, mais c'est vrai, il a donné l'exemple d'Amérique. Il est certain que tout ce qui sort des urnes, c'est pas toujours le meilleur. Donc, on est conscient de ça. Une parole de Winston Churchill qui a dit que la démocratie nous impose même écouter quelquefois les fous. C'est vrai, mais si ça sort, on peut l'écouter, on peut travailler ensemble. Et je veux revenir sur l'idée que chacun de nous a une appartenance culturelle et religieuse. Moi, je suis pour que chacun de nous s'accroche à son identité, mais essayons de construire une identité ici nationale dans laquelle nous pouvons nous trouver tous. Moi, en tant que Marocain, je suis attaché avec mon identité marocaine, arabophone, amazighophone, et je défendrai le turc et l'iranien, que ces enfants s'attachent à leur culture, mais que nous construisons ici vraiment une relation belgo-belge avec notre richesse, comme disait Paul Valéry, enrichissons-nous de nos différences. Il faut cesser de nous cataloguer. Le projet qu'ils prennent, catégorie A, des musulmans, catégorie B, on est des musulmans tout court. Avant, on entendait même les convertis. Mais qu'est-ce que ça veut dire les convertis? Je leur disais, nous sommes tous des convertis. Depuis que l'islam est venu, donc les gens se convertissent. Où est-ce qu'on va mettre la barre de conversion? Et cette conversion va continuer jusqu'à la fin des temps. Ils catégorisent déjà le Marocain et les Turcs parce qu'ils sont nombreux, catégorie A, catégorie B, et puis les autres, catégorie C. C'est quoi cette classification? Elle est raciale. Elle est raciale. On parle d'un culte musulman, nous sommes tous sur le pied d'égalité. Moi, je ne suis pas contre qu'un Sénégalais soit président s'il le mérite. Je ne suis pas contre qu'un Pakistanais, même ils sont minoritaires, parce qu'on parle de culte musulman, on ne parle pas de nationalité. Ceux qui jouent ce jeu de nationalisation, voilà, donc ils mettent tout en péril. Nous sommes en tant que musulmans, on doit penser en tant que tel. Alors,
Alors, le dernier mot, Dr Bayans, mais juste lire un peu les messages. Fédération des mosquées de Bruxelles, 2 mots-clés, une démocratie réellement représentative et une gestion professionnelle et transparente. Alors, le ministre, hier ou avant-hier, a précisé un peu ses pensées, les lignes directrices que doit suivre la nouvelle équipe qui va gérer l'exécutif de l'islam. Plus de mixité, plus de représentativité des membres communautaires, plus de transparence. Ça tourne autour de ces principes, docteur? Je vais revenir à quelque chose de fondamental. Vous l'aviez signalé il y a 2-3 minutes. Hein. Vous savez, dans toute entreprise, il y a l'intention, il y a l'amal, le travail, et natija, c'est ce que Dieu décide. Natija, ça c'est Dieu, on n'a pas la main dessus. Niya, on a la main, et l'amal, on a la main. Notre niya est parfois différent de l'amal. Si nous appliquons ce en quoi nous croyons, je pense, Allah yassir. C'est vraiment fondamental. C'est peut-être stupide de dire ça à la fin d'un débat technique, mais notre problème, c'est notre façon de vivre notre islam. Nous sommes parfois de bonne volonté, mais nous confondons parfois l'entreprise publique avec nos considérations personnelles. On les confond. Nous sommes des êtres humains, nous avons nos faiblesses, et nous devons nous aimer et nous fraterniser dans notre faiblesse. Et nous devons trouver des solutions malgré nos faiblesses. Je comprends les critiques qui sont assez dures de notre frère Azer Traoui, qui est fortement issu de l'évolution de la situation maintenant. Je suis de tout cœur et je comprends de toute façon ce qu'il a. Je n'ai pas de solution miracle, sinon que de dire revenons à notre islam. C'est peut-être très simple à dire, mais c'est de cette façon-là que nous pourrons nous accepter l'un l'autre, condition sine qua non à agir en fonction d'un groupe qui peut lui-même trouver des solutions. Tant qu'on est des personnes individuelles coexistant l'une à côté de l'autre sans former ce groupe avec cohésion, nous sommes dans une fragilité extrême. Et de l'autre côté, nos interlocuteurs ont alors bien facile à imposer ou à diriger ou à orienter selon des chemins qui parfois ne sont pas dans notre intérêt. Revenons à notre islam et Inch'Allah, nous pourrions peut-être avec le temps, avec la sagesse, avec la bonne volonté, avec le courage des personnes que j'ai entendues ici et les autres, peut-être certainement trouver des solutions. Inch'Allah. Eh ben, c'est sur cette bonne parole que prend fin ce direct de ce soir. Merci beaucoup de votre participation. Je sais, docteur Bayans, je sais, madame Praï, que je vous ai un peu secoué pour pouvoir être présent ce soir et participer avec nous à ce débat. César Traoui, vous êtes notre conseiller sur ce dossier et à chaque fois que nous travaillerons ce dossier, vous serez parmi nous. Merci encore une fois de votre participation. J'espère que vos conseils vont être entendus, vos belles paroles vont être suivies et que l'islam nous guide vers la meilleure solution possible pour aller de l'avant. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.